Bonjour à tous. Ma camarade et moi, nous voulons vous raconter l'impact de la pandémie et de ses conséquences humaines et sociales sur les travailleurs en Belgique. Vous savez que dans notre pays, pour parler de l'action du gouvernement, il faut mettre ce mot au pluriel parce que des gouvernements, nous en avons 5, parmi lesquels 9 ministres de la Santé et même un ministre fédéral pour les masques. Mais cet aspect folklorique ne change pas grand-chose au final, car quelle que soit la langue qu'ils parlent, quelle que soit leur couleur politique, tous ces ministres sont d'accord pour prélever sur la population de quoi soutenir l'enrichissement d'une petite minorité de capitalistes. En Belgique, les gouvernements ont donc préparé la prévention contre le risque pandémique exactement de la même manière que cela a été fait en France ou dans la plupart des pays européens, c'est-à-dire en fermant des dizaines d'hôpitaux, en supprimant des milliers de lits, en comprimant les effectifs d'infirmiers, d'ambulanciers, d'aides-soignants et en limitant depuis 2005 l'accès aux études de médecine. Même l'inévitable destruction des stocks stratégiques de 2 millions de masques de protection par la ministre fédérale de la Santé a figuré au programme de l'action gouvernementale. Résultat, le système de soins et le personnel de santé a dû faire face à l'explosion du nombre d'hospitalisations de Covid-19 en manquant de tout. De vêtements de protection, de masques, de tests, de respirateurs, de médicaments et de personnel. Alors que les fédérations de médecins réclamaient elles-mêmes la réquisition d'entreprises pour fabriquer rapidement ces moyens de protection, les 9 ministres belges ont choisi comme un seul homme de s'en remettre au marché capitaliste pour le plus grand bonheur des traders de matériel médical, plus ou moins véreux. Alors que le gouvernement français se faisait lui-même voler ses commandes de masse par le gouvernement américain, vous imaginez ce qu'il en était pour le gouvernement belge avec ses petits bras. Aussi, le métier de ministre fédéral des masques a consisté durant 2 mois à alimenter un feuilleton des masques commandés mais non livrés, livrés mais non conformes, conformes mais pas en bonne quantité, etc., etc. Quant à la pénurie des moyens de traitement, d'anesthésiants, de respirateurs, de médicaments, les autorités belges ont mis au point une stratégie qui consiste à diviser les malades en 4 catégories basées sur l'état de santé et qui déterminent l'accès aux soins ou le refus d'accès aux soins. Le simple fait d'avoir eu un antécédent, c'est-à-dire un problème de santé comme un cancer ou une dépression, suffit à vous faire basculer dans les catégories non prioritaires pour les médicaments en pénurie, même pour les personnes jeunes et même lorsqu'il s'agit d'étudiantes infirmières envoyées en stage dans les unités de Covid-19 et donc exposées à la maladie. Pour les 3 premières catégories, heureusement, la gestion de la pénurie n'a pas été cette fois jusqu'à la mise en œuvre de ce système de tri des malades. Mais pour les personnes âgées, dépendantes ou mentalement déficientes de la 4e catégorie, par contre, cela a bel et bien été le cas. C'est donc surtout dans les maisons de repos et de soins, les MRS, l'équivalent des EHPAD français, que la situation a été la plus dramatique. Car pour éviter de saturer les établissements hospitaliers, il a été tout simplement décidé que les MRS n'enverraient pas leurs pensionnaires atteints du Covid à l'hôpital, et donc de laisser le personnel des MRS se débrouiller avec les malades et avec le virus. Mais là où les infirmiers et les médecins des hôpitaux recevaient des masques de protection au compte-gouttes, dans les MRS, le personnel ne recevait souvent rien du tout. Et ceux qui ont pu obtenir des masques de protection ne l'ont souvent dû qu'à la bonne volonté d'une amie qui savait se servir d'une machine à coudre. Oui, la communication officielle des politiciens et des journalistes présentant le personnel soignant comme des héros, donnant quotidiennement des chiffres rassurants sur le taux d'occupation des unités de soins intensifs dans les hôpitaux, avait de quoi choquer le personnel soignant, confronté à la réalité de la pénurie et des drames humains. Et les autres catégories de travailleurs, des secteurs non concernés par le confinement, n'ont pas été mieux lotis. Le personnel des grandes surfaces n'a souvent obtenu des moyens de protection, des masques, des écrans de plexiglas installés aux caisses, une limitation du nombre de clients dans les magasins, qu'à force de protestations. Pourtant, dans ces mêmes grandes surfaces, les masques chirurgicaux sont apparus dans les rayons comme par enchantement, un mois plus tard, pour être vendus au prix fort à la clientèle. Dans les centres logistiques, les travailleurs ont été soumis à encore plus de pression pour préparer et expédier les commandes. Ces salariés sont quasi tous en mission d'intérim ou en CDD, pourtant ils ont pu constater à quel point toute la population dépendait de leur travail. Et le fait d'être conscient de cette responsabilité ne les a pas empêchés de se défendre, comme lorsque 2 salariés d'un sous-traitant de Carrefour ont été licenciés parce qu'ils avaient de la fièvre. Les arrêts de travail de leurs collègues ont rapidement fait revenir leur direction sur cette décision. Dans les entreprises actives durant le confinement, comme dans le cadre de la production alimentaire,
Les recommandations officielles sur les mesures de distanciation sociale et d'hygiène ont été appliquées à la mode patronale, c'est-à-dire à minima, quand elles ont été appliquées. Sur 385 entreprises visitées par l'inspection du travail durant les mois de mars et d'avril, 85% ne respectaient pas ces règles. Pourtant, seules 30 d'entre elles ont reçu une amende pour cela, une mensuétude dont n'ont pas bénéficié les classes populaires de la part de la police. On va y revenir tout à l'heure. Et pour 1,5 million de travailleurs, le confinement a entraîné la mise au chômage économique, avec une indemnité équivalente à 70% du salaire brut officiel. Un détail qui a son importance dans les secteurs comme la restauration ou le bâtiment, où la proportion d'heures non déclarées est toujours très élevée. 400 000 indépendants et petits commerçants se sont également retrouvés privés d'une partie ou de la totalité de leurs revenus, compensés en partie par un revenu de remplacement versé par le gouvernement. Les 2 mois de confinement ont été éprouvantes pour les familles populaires. Les écoles ont été fermées. Et très vite, les ministres de l'enseignement sont venus vanter sur les plateaux télé les mérites de l'enseignement à distance, illustrés par des reportages tirés bien entendu des cas les plus favorables, c'est-à-dire des milieux aisés. Mais en réalité, de nombreux enfants des classes populaires ne disposent au mieux que d'un smartphone et vivent dans des foyers où la connexion Internet est limitée ou inexistante. Quant à la possibilité de faire classe dans un petit logement ouvrier, alors qu'on est confiné avec une famille débordée de problèmes, elle est évidemment limitée. De son côté, la police a dressé plus de 100 000 PV pour non-respect des consignes de confinement, avec des amendes pouvant aller de 250 à 500 €. Souvent pour des familles déjà frappées par une baisse des revenus et une augmentation spectaculaire des prix de l'alimentation. Si tout le monde fait l'expérience que le confinement ne peut pas durer, la sortie du confinement est une source de complications et de risques supplémentaires. Le gouvernement a rendu le port des masques obligatoire dans les transports en commun sans pour autant fournir suffisamment de masques à la population. Et dès qu'on arrive dans l'entreprise, le respect des règles d'hygiène et de distanciation est difficile. Il est fréquent qu'après avoir passé 8 heures à suer côte à côte, des travailleurs soient interpellés à la sortie du travail par un policier zélé pour non-respect de ces mêmes règles qu'il n'a pas été possible d'observer durant sa journée de boulot. Cette réalité en place plus d'un devant un dilemme difficile. Reprendre le travail et risquer de se faire contaminer lorsqu'on est soi-même en rémission d'une maladie à risque ou lorsqu'on doit protéger un membre de sa famille, eh bien c'est un choix qu'on fait la peur au ventre. Mais de l'autre côté, la perte de revenus et la crainte de perdre son travail pèsent aussi. Une enquête du gouvernement et les annonces des organisations patronales évoquent la suppression de plus de 200 000 emplois. La direction de la compagnie aérienne Brussels Airlines a par exemple annoncé plus de 1000 suppressions d'emplois, tout en obtenant du gouvernement une aide de 290 millions d'euros. Les organisations syndicales et l'association des pilotes ont proposé de limiter les pertes d'emplois en renonçant à une partie de leur salaire, jusqu'à 45% pour les pilotes, pour une durée de 3 ans. Bien sûr, pour les jeunes pilotes qui ont financé leur formation par des prêts, la perte de travail dans le contexte actuel risque d'impliquer rapidement la perte de la licence de vol. Mais convaincre le personnel qu'accepter des sacrifices permettra d'éviter le pire est irresponsable de la part de ces dirigeants syndicaux. Dans ce contexte de concurrence, aggravé par l'incertitude de la reprise, les patrons attaqueront et les salaires et les emplois, tout en touchant bien entendu de larges indemnités de la part des gouvernements, comme dans le cas de la Lufthansa, propriétaire de Brussels Airlines, et qui engrange donc l'aide du gouvernement belge, en plus des 3 milliards d'euros donnés par le gouvernement allemand. D'une façon générale, les dirigeants des organisations syndicales ont réagi aux problèmes du confinement et de la pandémie en se préoccupant avant tout d'être reconnus comme les interlocuteurs des patrons et des gouvernements. Cela a conduit ces dirigeants syndicaux à déclarer un jour que leur rôle ne devait pas consister à jouer les pompiers pour éteindre les conflits sociaux, pour le lendemain courir pour aller dissuader les travailleurs d'une enseigne de grande surface de continuer un mouvement de grève qu'ils avaient décidé pour protester contre leurs conditions de travail et pour réclamer des hausses de salaire pourtant bien légitimes. Les responsables syndicaux estiment avoir accompli leur travail dès qu'ils ont passé des heures à discuter dans les bureaux avec les patrons des conditions de la reprise, comme cela a été le cas dans la société de transport en commun de Bruxelles, la STIB. Mais les travailleurs, eux, ne sont jamais consultés.
Dans le cas de la STIB, les chauffeurs de bus ont organisé un mouvement de grève pour protester contre ces décisions. Car pour augmenter la fréquence des passages, alors que la population reprend progressivement le travail, la direction et les organisations syndicales avaient fait le choix d'abandonner la désinfection des bus entre les tournées ainsi que la limitation du nombre de passagers par bus. Les chauffeurs ont alors décidé de faire jouer leur droit de retrait. Au passage, les travailleurs du pays ont découvert que ce droit existe dans la loi belge depuis 1999, même s'il n'avait jamais été utilisé. Concrètement, ce droit de retrait s'est transformé en une grève, suivie à 80% par les conducteurs de bus, du jamais vu de mémoire de responsables syndicales. Cette grève a duré près d'une semaine, malgré la pression pour reprendre le travail, avec évidemment le prétexte qu'il fallait faire redémarrer l'économie, ce qui est un comble alors que les patrons préparent partout des plans de suppression d'emplois. Mais la détermination des grévistes a incité la direction de la STIB à faire des concessions et notamment d'augmenter la fréquence de nettoyage des bus. Dans le secteur de la santé également, le personnel a su saisir l'occasion d'exprimer son mécontentement. La première ministre, la libérale Sophie Wilmès, est venue récemment en visite avec toute son escorte de conseillers dans un des plus importants centres hospitaliers de la capitale, l'hôpital Saint-Pierre. Il s'agissait d'une opération de com et le personnel soignant l'a compris comme cela, mais d'une manière qui n'avait pas été prévue par la première ministre. Pour accueillir le convoi de véhicules ministériels, une centaine de membres du personnel a organisé une haie de déshonneur, tous le dos tourné au convoi. Cela a fait son petit effet dans les médias et sur les réseaux sociaux. Et c'était également l'occasion pour les soignants de rappeler qu'avant de qualifier de héros le personnel de la santé, Sophie Wilmès avait imposé 900 millions d'euros de mesures d'austérité aux hôpitaux, alors qu'elle était ministre du Budget. Ce mouvement était également motivé par la colère, suscitée par un arrêté gouvernemental prévoyant la possibilité de réquisitionner le personnel soignant pour faire face à la deuxième vague de la pandémie. C'est un fait que le personnel est aujourd'hui épuisé par les journées intenses, souvent de 12 heures, enchaînées durant 2 mois. Et ce gouvernement, qui trouve 290 millions pour une entreprise comme Brussels Airlines, qui supprime des emplois, ne propose rien d'autre que des réquisitions pour pallier à une pénurie et l'épuisement du personnel soignant dont il est lui-même responsable. Face à ce mouvement de colère, du reste, le gouvernement a jugé plus prudent de faire machine arrière et annonce qu'il suspend l'arrêté de réquisition. Mais suspendre, ce n'est pas supprimer. Et le personnel soignant a déjà fait l'expérience des effets d'annonce pour calmer leur colère, comme par exemple le fonds fédéral de 400 millions d'euros décidé en novembre 2019 pour embaucher du personnel et augmenter les salaires, soi-disant, car ce fonds n'a jamais été vraiment utilisé pour cela. Certaines catégories de travailleurs ont réussi à se faire entendre, même en temps de confinement et de pandémie, et les réactions des patrons et des gouvernements dans ces situations montrent qu'ils marchent sur des œufs tant qu'ils peuvent craindre que cette colère se généralise. La seule chose qui soit certaine, c'est que les travailleurs et les catégories populaires vont être confrontés dans les mois qui viennent à une augmentation des attaques contre leurs emplois, leurs salaires et même leur santé. Le capitalisme en crise s'est révélé incapable d'apporter à la société les services, les biens, l'organisation nécessaire face à la pandémie. À présent, la guerre économique recommence de plus belle pour accaparer les marchés et assurer les dividendes des actionnaires. Seule la capacité des travailleurs à prendre en lutte pour leurs intérêts pourra leur éviter de subir une aggravation brutale des conditions de vie. Alors, vive le courage de tous ceux qui relèvent la tête.